Bonjour et bienvenue à Back to Pod Rugby Podcast. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, je suis l'américain de notre petit bande d'amis réunis par le rugby. Alors nous sommes très fiers de vous proposer un super interview aujourd'hui avec Aymeric Marchal. Vous avez sûrement lu les articles d'Aymeric dans l'équipe ou sur l'équipe.fr. Comme nous allons découvrir, c'est également lui qui notait les joueurs après les matchs par exemple. Nous allons parler de ses débuts en tant que journaliste dans le rugby, de ses plus belles expériences quand il suivait le top 14 et le 15 de France, et la suite de sa carrière avec son entreprise Chichtara Conseil et la Société Générale. Écoutez jusqu'à la fin pour avoir un petit indice de qui est notre invité pour le prochain épisode. Allez, bonne écoute! Donc, je me considère un fan de ce sport de rugby et il faut dire quand même, j'ai pas d'idée qu'est-ce que c'est un journaliste de rugby et qu'est-ce qu'il fait. Donc, je suis vraiment content d'avoir avec moi Aymeric Marchal. Salut Aymeric. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Donc Aymeric, tu étais journaliste à l'équipe et jusqu'à responsable de pôle rugby avant de créer ton propre entreprise. On va parler beaucoup de rugby aujourd'hui, mais aussi de ta carrière en tant que journaliste. Mais petite question, avant de devenir journaliste, est-ce que tu étais déjà fan de rugby en particulier ou du sport en général? Les deux en général. J'ai toujours été fan de sport, j'ai toujours été très sportif. J'ai un grand frère, on était quatre dans la famille et j'ai un frère aîné qui a 5 ans de plus que moi. On a toujours fait beaucoup de sport. Bah, c'était des petits garçons qui avaient besoin de se dépenser. Et on a toujours fait beaucoup de sport, du judo. J'ai commencé par le foot et donc on avait besoin de se dépenser tout le temps. Et mon grand frère, donc, c'est lui qui a commencé à jouer au rugby à l'école, comme ça, un peu par hasard. Et il a adoré. Et il m'a dit, écoute, il faut absolument que tu viennes jouer au rugby. Il voulait pas juste une excuse pour te taper dessus. Alors, il me tapait dessus quand même de toute façon, hein. Non, non, il me tapait dessus de toute façon. Et en fait, non, enfin, moi j'adorais le foot, j'aimais beaucoup le foot, j'étais pas mauvais au foot. Et j'ai joué en club, etc., jusqu'à 9-10 ans. Et puis il m'a dit, si, il faut que tu viennes jouer au rugby, en gros, t'as pas le choix. Et donc j'y suis allé un peu à contre-cœur au rugby. Et la première année, j'ai pas adoré. Et puis il m'a dit, si, tu continues. Et puis après, je suis tombé dedans complètement, voilà, c'est Obélix dans la potion magique. Je suis devenu complètement passionné, donc j'ai vite compris que le sport, ce serait ma vie, quoi, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Au même moment, j'ai commencé à lire l'équipe parce que mon père achetait l'équipe tous les jours et donc dès qu'il rentrait, j'attendais qu'il rentre du bureau. Et c'est pas vraiment pour lui dire bonjour ou pour avoir envie de le voir, mais c'est que je me jetais sur son cartable pour aller récupérer l'équipe. Et depuis que j'ai 10 ans, je lisais l'équipe tous les jours, quoi. Donc voilà, et c'était clair tout de suite. Je voulais pas être pompier, je voulais pas être footballeur, évidemment, je voulais pas être je sais pas quoi comme les autres petits garçons. Moi, je voulais travailler dans le sport. Alors, c'était un peu flou, mais Ouais. il fallait que ce soit dans le sport. Ça c'était sûr. Et donc finalement, tu es parti pour faire des études pour devenir journaliste, mais en fait, le temps que tu vas en poste, donc c'est les débuts des années 2000 quand même, donc Ouais, ouais, pour les plus jeunes, donc ça veut dire avant Instagram et YouTube et Facebook et Google, c'est vraiment très jeune. ouais, avant tout ça. Et donc tu prends un poste à l'équipe.fr, mais j'imagine que le travail d'un journaliste, ça a quand même pas mal changé. Alors déjà, le parcours, il est assez long avant parce que donc très vite, moi, je me dis que je veux être journaliste sportif, voilà. Et journaliste sportif, c'est-à-dire, enfin, journaliste, il y a une fibre journalistique dans la famille. Il y a eu quelques journalistes. Et moi, j'adore écrire. J'étais plutôt littéraire à l'école, au lycée, etc. Donc, ça me correspond. Enfin, le journalisme me correspondait bien, mais je voulais travailler que dans le sport. Journaliste aux Échos ou au Monde, aussi prestigieux que ça puisse être, moi, ça m'intéressait pas. Je voulais travailler vraiment. Donc, c'était vraiment très ciblé, quoi. Et c'était l'équipe parce que l'équipe, c'est le Graal, quoi. Donc une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour y arriver? Évidemment, on est nombreux à vouloir travailler à l'équipe et donc voilà. Donc moi je me suis dit que comment je fais? Donc déjà il faut trouver des études qui peuvent t'amener à ça. Moi j'ai décidé de faire Sciences Po parce que je me disais si j'arrive pas à être journaliste à l'équipe, bah, je serai journaliste ailleurs. Et ensuite voilà, bah ensuite début des années 2000, on se dit comment, bah il y avait pas Instagram, il y avait pas Twitter, mais c'était les débuts d'Internet. En tout cas les débuts des sites Internet. Et moi, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans le métier, parce que j'ai commencé pendant la terminale et puis pendant mes études à Sciences Po, je travaillais bénévolement pour des sites internet. Je faisais des rubriques gratuites, j'étais pigiste gratuit au départ. Puis ensuite, j'ai été rémunéré à sport24.com, qui était le premier site internet de sport qui a existé. Avant les réseaux sociaux, c'était pour nous à l'époque, c'était la folie d'internet. Voilà, c'était un nouveau média de sport qui n'existait pas du tout, qu'il fallait complètement inventer. Et donc au début c'était un peu bizarre parce qu'il y avait aucun modèle économique, il y avait aucune rentrée Oui. d'argent, c'est pour ça qu'on était tous bénévoles. Mais n'empêche que ça cartonnait, Sport 24 ça cartonnait, il y avait plein de gens dessus. Et ensuite effectivement, bah ensuite moi j'ai eu la chance de rentrer à l'équipe en stage de fin d'études parce que j'avais un prof qui connaissait quelqu'un à l'équipe, mais c'était l'équipe TV à l'époque.
Mhm. Je suis rentré à l'équipe TV, moi, c'est comme ça que je suis rentré dans la maison. Et parce que évidemment, on m'a dit l'équipe TV, je savais pas du tout tourner, j'étais pas JRI, j'étais pas du tout caméraman, etc. Mais bon, évidemment, j'y suis allé. Et la chance que j'ai eue, c'était en 2002, ça, et la chance que j'ai eue, c'était donc les débuts du site. Et donc ils cherchaient des gens pour écrire dans le rugby parce ils avaient pas grand monde pour écrire et encore moins dans le rugby parce qu'à l'époque le rugby était quand même un peu moins pas forcément très populaire et à part des journalistes rugby purs connus, il y avait pas beaucoup de journalistes rugby en fait. Puis donc il y a eu ça, il y avait la Coupe du Monde 2003 en Australie quelques mois plus tard. Et donc voilà, donc on m'a dit tiens mais t'as travaillé pour Sport 24, tu connais un peu Internet, tu connais le rugby, est-ce que tu veux bien faire des piges pour nous? Je dis bah, mais et comment? Et comment il a fait et donc j'ai eu voilà j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé donc au moment où Internet décollait et au moment où le rugby aussi commençait à marcher, et ils avaient personne pour en parler quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des piges à l'équipe.fr à l'époque, ouais, en 2002-2003. C'est comme ça que je me suis retrouvé à suivre ma première Coupe du Monde, celle en Australie en 2003, où c'était assez étrange parce que moi j'étais évidemment au siège, j'étais pas sur place vu que j'étais pigiste, mais il y avait enfin quelques journalistes de l'équipe sur place et moi je travaillais toute la nuit parce qu'on était en décalage horaire pour préparer les articles, voilà, à mettre en ligne sur le site. Mais c'était génial, c'était l'esprit start-up quoi, comme on l'entend Ouais. aujourd'hui. On bricolait, on n'était pas très nombreux, on était payé 3 francs 6 sous, mais voilà, c'était une super aventure quoi. C'était une super aventure. Donc en fait, tu étais à la démarrage de deux choses. Donc un, l'Internet et deux, le rugby professionnel. Donc Ouais, exactement. Ouais, ouais, alors c'est rigolo parce que l'équipe, à l'époque, en fait, c'est comme ça que je suis rentré. L'équipe ne croyait pas du tout en Internet. Quand on voit aujourd'hui, l'équipe, c'était le Graal du papier, évidemment, du journal, du quotidien, quoi. Et donc, le groupe L'équipe ne croyait pas du tout en Internet. Ils ont lancé le site en 98 et en 2000, ils se disent, allez, ça sert à rien, ça marchera pas. 20 ans plus tard, c'est quand même assez incroyable, mais bon. Et puis, ils se sont dit, bon, on va quand même garder la page, l'équipe.fr ouvert, voilà, avec la page. Donc, il y avait pendant 2 ans, 3 ans, il y avait à peu près 2 ans, il y avait des gens comme moi, quoi. Il y avait deux, trois personnes qui alimentaient vaguement le site internet, quoi. Et puis après, bon, bah, après, à partir de 2002-2003, ils se sont dit, bon, bah, il faut quand même qu'on ait un site. Même si à l'époque, c'était 100% gratuit, et c'est resté 100% gratuit pendant 15 ans quasiment, l'équipe. Ouais, 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 pas loin, ouais. Mais voilà, c'était juste parce qu'il fallait avoir un site, parce que voilà, c'était aujourd'hui, enfin, au début des années 2000, il fallait avoir un site internet, mais c'était pas un média, quoi. À l'époque, on se disait pas qu'on allait faire des articles de fond, qu'on allait donner de l'info, etc. Le média, pour ça, c'était le journal, c'était pas le web, ouais. et donc là, j'ai une image de toi derrière ton ordi, mais est-ce que tu étais quand même un peu sur le terrain? Alors au début, pas du tout. Au début, c'est pas. Alors en plus, nous, les journalistes web, on était un peu les parents pauvres de la profession. À l'équipe comme ailleurs, on s'appelait les Chinois en fait. Entre nous et les autres, nous surnommaient un peu comme ça. C'est-à-dire que nous, on était derrière l'ordi à faire des horaires pas possibles parce qu'il fallait qu'il y ait du flux d'infos. Et on sortait pas, on n'était pas du tout reconnus comme étant des journalistes, etc. Bon, mais c'était pas très grave parce que nous, on était convaincus de ce qu'on faisait et que pour nous aussi, nous, on était jeunes, on travaillait quoi. On était journalistes, voilà. Moi, ça m'a permis d'avoir ma carte de presse assez vite, toutes ces piges-là. Très vite, tout le monde s'est rendu compte que Internet était un vrai média. Et donc voilà, en quelques années, les rédactions ont été fusionnées. C'était la même écriture. Ensuite, à partir de 2007, 2005, 2006, pour préparer la Coupe du Monde 2007, en France, de rugby, c'est là que moi j'ai commencé à aller sur le terrain. Enfin, je suis allé dire, je leur ai dit, bon, bah, une Coupe du Monde en France, il faut quand même que le rugby soit un peu mieux représenté. Et donc là, on a commencé à me donner des moyens. Donc j'allais sur le terrain. C'est là que j'ai commencé à suivre le 15 de France. C'est là aussi que j'ai été embauché d'ailleurs. En 2006, j'ai été embauché le 1er janvier 2006, voilà, en vue de la Coupe du Monde 2007. Le papier, on va dire. Non, c'était encore là, non, j'avais été embauché à l'époque en 2006 sur le site internet. Et c'est en 2008 que j'ai rejoint le journal. Encore un peu plus tard. C'est encore un peu plus tard. En fait, moi, j'ai accompagné en fait un peu toutes les évolutions parce que après la Coupe du Monde 2007, bah là, évidemment, là, Internet était devenu prépondérant dans les médias, pas que sportifs d'ailleurs. Et à ce moment-là, les rédactions étaient encore complètement séparées. Il y avait l'équipe.fr d'un côté, mais dans des bureaux complètement séparés, on n'était même pas au même endroit. Et le journal L'équipe de l'autre. Et là, la direction de la rédaction s'est dit, c'est ridicule. Il faut que les rédactions fusionnent. Il faut qu'on ait une seule rédaction. Et sauf que c'était pas les mêmes conditions de travail, pas les mêmes salaires entre les deux, pas les mêmes conventions collectives, etc., pas les mêmes statuts. Oui, pas le Donc, même respect. et par le même respect. Donc je vois comment c'était compliqué. Et en fait, moi, j'ai été le premier à passer de l'un à l'autre.
Donc en 2008, j'étais le premier du site à passer au journal. J'entends qu'il fallait faire preuve de flexibilité dans un sens, d'être capable donc dans cet esprit de start-up où tout le monde doit un peu tout faire aussi. Et Ouais, complètement. finalement, ça se paye parce que tu arrives finalement à ton but à la fin, c'était intégrer l'équipe papier. Et d'un coup, tu deviens journaliste comme tu imaginais quand tu étais petit garçon. Ouais, exactement. Donc comment tu as développé, on va dire, ton regard journaliste? Écoute, oui, c'est une bonne question. C'est vrai que moi, j'ai écrit C'est paradoxal parce que j'ai écrit des centaines et des centaines de papiers sur Internet qui étaient lus par beaucoup plus de gens que quand j'ai écrit dans le journal. Mais la première fois que j'ai vu mon nom dans le journal, effectivement, je me suis dit, bah mince, euh, mince quoi. Ça y est quoi. Voilà, ça m'a vraiment procuré une vraie émotion. Mais alors, effectivement, le regard, il évolue. Enfin, la manière d'écrire aussi évolue. Quand tu es sur Internet, déjà au départ, il faut savoir écrire. Ça prend pas. Mais t'écris pas du tout de la même manière, effectivement, sur Internet que dans le journal. Sur Internet, il faut que tu écrives tout de suite, en instantané, beaucoup, tout le temps, sans faute. Voilà, et surtout très vite, quoi. Dans le journal, je suis arrivé dans le journal. Et à l'époque, c'était encore le journal où on avait une liberté totale parce qu'après ça a un peu évolué, on était un peu plus contraint. Mais à l'époque, c'était le grand format de l'équipe encore et on avait toute la place qu'on voulait. Donc on pouvait raconter des histoires, c'était fabuleux. Donc on avait un sujet, enfin, on avait envie d'écrire sur un sujet, on nous disait vas-y, il n'y avait aucune limite, il y avait une totale liberté et on pouvait écrire des articles d'une ou deux pages dans le grand format de l'équipe. Donc ça fait quoi, 15-20 000 signes, c'est ce qui fait que ça fait des vraies histoires. Et donc là, on n'écrit pas du tout de la même manière, parce que là, c'est de l'écriture, c'est plus de l'écriture littéraire, quoi. Et donc tu as plus de temps, voilà, tu t'écris ça en 2-3 jours, alors que sur Internet, je te dis, t'écrivais 5-6 articles par jour, plus 4-5-6 brefs, quoi. Mais donc c'est intéressant de faire les deux, évidemment. Ouais, donc c'est un vrai changement de vitesse de mode startup où d'un coup on est en mode littéraire et un peu plus de réflexion. Ouais, exactement. Et puis t'as raison, on passe d'un mode startup où on fait tout seul, on écrit et on met en ligne, à une énorme rédaction, une énorme machine où tu écris ton article et ensuite tu le donnes et c'est fini, quoi. Une fois qu'il est écrit, tu le donnes à un chef d'édition qui va le mettre en ligne, quelqu'un d'autre qui met la photo, il y en a un troisième qui corrige les fautes, il y en a, enfin, il y a des correcteurs, tu vois, il y a un secrétaire de rédaction qui le met en page, etc. Alors, donc tu fais que écrire, quoi. C'est sûr que c'est plus confortable, quoi. C'est clairement plus confortable d'écrire. Mais ouais, c'est une autre écriture, quoi. J'imagine qu'on écrit sur le web, on est plus dans le constat, on voit plein de choses, mais par contre, quand on écrit sur le journal, on est plus dans le contact humain. Donc, quelles sont les plus belles rencontres que tu as fait à ce moment-là? Effectivement, c'est pas du tout les mêmes relations, que tu as beaucoup plus de temps sur le papier. Ce qui empêche pas de faire des rencontres. Moi, je pense, enfin, la première rencontre qui m'a marqué, et j'étais pas encore je travaillais pas encore au journal, mais évidemment, c'est John Alumou Ah, cool. qui est quand même un personnage évidemment immense du rugby, la première star mondiale du rugby. Et Jonah, je l'avais vu jouer en tant que spectateur au parc dans les années, je sais plus combien, 95-96. Et ensuite, en 2007, donc quelques années plus tard, je couvrais la Coupe du Monde donc pour l'équipe.fr et Adidas organisait des trucs, parce qu'il était évidemment sous contrat avec Adidas, Adidas organisait des événements presse. Et ça arrivait souvent que les marques le fassent, et notamment avec les All Blacks, l'Adidas le faisait avec les All Blacks, mais souvent c'est très cadré, on a 3 minutes 30, et puis c'est pas très intéressant pour un journaliste, parce que nous on fait pas de la pub, et donc pour faire des articles de fond, c'était pas très intéressant. Et en fait, Jonah, moi, je suis arrivé avec des yeux d'enfant, quoi. Et j'avais 5 minutes, on est resté une demi-heure à discuter de Ah, tout et de rien, enfin de tout et de rien de rugby, à parler de choses, etc. Ouais, il disait à l'attaché de presse, ça va, tout va bien, on a le temps, etc. Et ça, c'était absolument incroyable parce que voilà, on se retrouve en face d'une idole parce que voilà, enfin, bon, ça restait comme une icône de ce sport. Il était d'une simplicité, d'une gentillesse incroyable. Il était néo-zélandais et donc tu le sais mieux que moi, les néo-zélandais ont un accent très compliqué. Enfin, en tout cas pour moi qui suis pas anglophone. Ça m'est arrivé avec notamment Richie McCaw de pas comprendre ce qu'il me racontait. Hein, ou avec les Gallois ou les ouais. Néo-Zélandais, parfois, ils ont un accent absolument. Même en réécoutant la bande, on ne comprend pas, quoi. Et donc lui, Jonas, c'était le genre à parler plus doucement, alors qu'il avait moins d'accent qu'un McCaw, par exemple, mais à parler doucement pour être sûr qu'on comprenne bien. Voilà, tout Jonah Lomu est résumé là-dedans, quoi. Et donc Jonah, c'est une vraie rencontre. Après, dans les joueurs, plus tard, il y en a un qui est devenu j'allais dire un ami, en tout cas, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je pense que le respect est mutuel, c'est Thierry du Sautoir. En fait, il a fait entre guillemets toute sa carrière en équipe de France. Enfin, j'ai accompagné plutôt toute sa carrière en équipe de France. J'étais là en 2007 quand il arrive en remplacement d'Elvis Vermeulen à la Coupe du Monde 2007 là. Et puis il explose et puis voilà. Et donc j'ai accompagné toute sa carrière et donc on a
c'est quelqu'un d'assez aussi de très droit, très, très franc, Thierry, très honnête. Et donc, on a fait des tas de papiers de fond super intéressants. Je continue à le côtoyer aujourd'hui parce qu'il travaille un peu avec la Société Générale. Et voilà, ça, c'est un personnage magnifique, Thierry du Sautoir aussi. Ouais, j'aimerais bien parler un peu plus en détail un peu plus tard parce que je sais qu'il a fait terrain favorable et je trouvais ça vraiment Absolument, oui. excellent comme émission. Juste pour la petite histoire par rapport des accents, et c'est vrai que moi, en tant qu'Américain, parfois je rencontre des gens, des anglophones ou moi non plus, je comprends pas. Hein, donc vous les Français, ça va, ne Tu vous me inquiétez rassures. pas, ça m'arrive. Hein, parfois c'est des Écossais. Et une fois avec ma femme, on était dans un pub à Paris et il y avait un gars qui était de New South Wales en Ouais. Australie. Et on a tchatché toute la soirée et ma femme disait mais tu comprends quelque chose? Je dis non, je comprends rien du tout, mais il est sympa comme tout. Ouais, bah Donc voilà, c'est ça. Ouais, bah, c'était c'est ça. une belle rencontre. Donc tu as pu sortir de derrière l'écran, tu as pu commencer à faire des rencontres sur le terrain. Est-ce qu'il y a un match en particulier où tu as vécu vraiment le plus belles émotions, où tu as oublié pourquoi tu étais là en tant que journaliste? Et ouais, honnêtement, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il y en a plusieurs. En fait, à ce moment-là, tu te rends pas compte que tu vis de ta passion et que tu as atteint ton rêve parce que tu étais dedans et voilà. Il y a des moments, en revanche, effectivement, où tu t'arrêtes un instant et tu te dis waouh. Et les deux matchs qui m'ont marqué, il y en a trois, mais il y en a surtout les deux qui m'ont marqué, ils sont tous au Millennium Stadium de Cardiff, qui est pour moi le stade ultime de rugby. Tu vois, là, tu vois, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Euh, et je me souviens de deux matchs particuliers. Il y a une finale de Coupe d'Europe qui doit être en 2009, mais je crois que c'est 2009, c'est Toulouse-Munster. Et donc, il n'y a pas de Gallois, hein. Il n'y a pas de Gallois. Et donc, on est au Millennium Stadium de Cardiff. Et en fait, le Cardiff est irlandais. Il y avait une ambiance complètement dingue. Et c'est un super souvenir parce que tous les Irlandais ils sont assez ouverts, les Irlandais. Et donc le Munster avait battu Toulouse. Et donc tous les Irlandais nous avaient invités après à boire des verres, etc. Et on s'était retrouvés avec les joueurs toulousains. Parce qu'à l'époque, on sortait, enfin, les joueurs étaient encore, ils le sont un peu moins aujourd'hui, mais ils étaient encore très, très accessibles. Et on s'était retrouvés en troisième mi-temps dans un pub de Cardiff à côté de leur hôtel. Et avec des supporters irlandais. Et tout le monde ensemble en train de faire la fête alors que les Toulousains avaient perdu, quoi. C'est génial. Mais le meilleur moment, enfin les deux meilleurs, ouais, les meilleurs moments et de très loin, c'est quand même le France-Nouvelle-Zélande de 2007, le fameux quart de finale, où, souviens-toi, on perd contre l'Argentine en match d'ouverture, et donc on organise la Coupe du Monde chez nous, mais on doit jouer le quart de finale à Cardiff, et on gagne 20-18. Bah, c'est le fameux match où Thierry, justement, du Sautoir met 37 ou 38 plaquages, record Oui. aujourd'hui inégalé. Un match absolument incroyable, où on arrive tous en se disant que les Français vont se faire massacrer. Et on sent tout de suite dès le haka, tu sais, c'est le haka où les Français montent Oui. en drapeau bleu blanc rouge, juste ligne médiane là, et défiler au black. Il y avait une intensité dans le stade qui était incroyable. Et voilà, et tout le match est complètement dingue. Et là effectivement, comme tu le disais, moi je termine le match. Et donc à l'époque, je travaillais encore pour le site internet, et du coup, je devais envoyer mon article au coup de sifflet final quasiment, quoi. Et donc c'est compliqué parce que il y a 20-18, tu sais pas ce qui peut se passer. Donc évidemment, ta chute n'est pas la même si tu gagnes ou si tu perds, parce que tu t'es pas à l'abri de prendre une pénalité, etc. Et là, je finis le match debout. J'ai complètement oublié qu'il faut que j'envoie mon truc. Et alors après, ça dure 3 minutes, mais je suis debout à hurler comme un supporter. Et puis après, très vite, je me rassois, je gratte. J'avais un peu préparé, j'avais plutôt préparé qu'on gagnait, donc voilà. Je gratte 5 lignes et j'envoie le truc là. Mais là, t'es supporter complètement, quoi. Complètement. Et puis quand t'es à Dublin ou à Édimbourg, que t'es à le Flowers of Scotland à Murrayfield. Donc c'est vrai que là, tu as la chance de vivre ces moments-là en direct. Donc, juste pour la petite histoire, quand je suis venu en France, bah, il fallait lire, fallait travailler le français, donc il fallait lire un peu, et tout le monde disait, ouais, tu devrais lire le Monde et le Figaro, mais en fait, c'était trop difficile, et je trouvais que, bon, ok, j'avais commencé avec le sport, mais en fait, l'équipe, c'était trop difficile aussi. Je trouve que vraiment, l'équipe est vraiment, le niveau d'écriture là-dedans, c'est vraiment Ouais, non, impressionnant. mais c'est vrai moi, je me considère pas comme ça, mais il y en a de moins en moins parce qu'il commence à partir, mais des vraies plumes, hein. Il faut se rappeler que l'équipe, au début, c'est Blondin, c'est Antoine Blondin qui est un
un des créateurs, enfin des créateurs. C'était Jacques Godet qui avait créé l'équipe, mais Antoine Bourdin, c'est un de ceux dans les années après la guerre qui a fait vivre et qui a fait connaître le journal. Et Antoine Bourdin, c'est un écrivain bien avant d'être un journaliste. Et donc il y a Hmm. cette vraie culture de plume et de prose, de vocabulaire. Il faut reconnaître que c'est souvent très bien écrit. Et pour la petite histoire aussi, pendant longtemps, il y a une époque, dans les années 80 notamment, il y avait des classements entre guillemets faits par je sais pas qui d'ailleurs, mais enfin par des gens sérieux sur qui écrivait le mieux et surtout qui faisait le moins de fautes. Et l'équipe a longtemps, a souvent été le journal où il y avait le moins de fautes d'orthographe, ou le moins de fautes de syntaxe, tu vois. Ah Ouais. ouais. Et donc voilà, il y a une vraie culture de l'écriture effectivement à l'équipe. Ouais. Donc, on a parlé des belles moments en tant que journaliste, mais j'imagine il y a aussi des moments un peu difficiles. Nous, en tant que podcasteur, on est assez libre, on essaie d'être sérieux, mais pas professionnel, on est semi-pro, on va dire. On a une certaine liberté, mais parfois, il faut poser des questions qui peut-être fait pas mal, mais qui sont Hmm. difficiles à répondre. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ça? Ouais, effectivement. Alors, je dis toujours que nous, enfin, on disait toujours là entre nous que nous, on reste que des journalistes sportifs. Donc, les sujets dont on parle sont jamais très graves. Donc, je pense que c'est plus simple d'écrire sur du sport, même quand tu perds ou même quand il y a des choses un peu compliquées, des morts ou des drames ou des choses comme ça, pour la triste actualité de couvrir les attentats de Charlie Hebdo, par exemple. Mhm. Mais effectivement, il y a des moments où il y a quand même des questions à poser compliquées. C'est vrai que moi, j'ai en tête des exemples de questions que tu poses à des joueurs, ou alors parfois j'avais eu des infos d'un transfert, j'avais appelé le joueur en question et je sais pas si je peux, ouais, je vais pas dire son nom parce que on a mis du temps à se réconcilier. Et donc j'avais donné l'info parce qu'il avait pas voulu me la confirmer, mais j'avais donné l'info dans le journal et j'étais sur mon info, il avait effectivement changé de club. Et bah, comme on se connaissait, la semaine d'après, c'est à Marcoussis, au Rassemblement des 15 de France, il était arrivé très en colère, voire un peu plus, enfin en découdre. En tout cas, il était vraiment très énervé. Donc bon, voilà. Et c'était l'attaché de presse qui avait dit, voilà, on se calme, on se calme. Bon. Et de la même manière, j'ai longtemps, c'est moi qui pendant longtemps mettais les notes des joueurs, tu sais, parce qu'il y a des Oui. notes. Et donc je l'ai fait longtemps ça. Et donc évidemment, alors t'essaies d'être objectif, mais bon, parfois on peut se tromper ou parfois on peut être sévère en tout cas. Bon, a priori, on essaie d'être objectif, mais parfois on est sévère. Et contrairement à ce qu'ils disent, les joueurs accordent beaucoup d'importance aux notes. Et quand tu suis un match du 15 de France, le lendemain matin du match, tu as toujours une conférence de presse avec tous les joueurs. Évidemment, quand tu mets deux ou trois un joueur, et qui te connaît, parce qu'ils nous connaissent, hein, on n'est pas très nombreux à les suivre, et ben, le lendemain matin, quand tu le vois, c'est un peu compliqué. Et alors, c'est pareil, il y a une histoire comme ça où, à une époque, à l'équipe, on s'était dit, c'était une fausse bonne idée, mais on s'était dit, tiens, mais on va demander aux joueurs de commenter leurs notes. Et c'était une fausse bonne idée pour celui comme moi qui était celui qui mettait les notes et qui ensuite allait demander aux joueurs de commenter leurs notes. Et donc, il y avait un joueur, bah, je peux donner son nom parce que pour le coup, c'est pas de sa faute, c'était Dimitri Zarzewski. C'était un match en Écosse de mémoire, enfin, en Irlande ou en Écosse, je crois. Et donc, je lui avais mis 4, je crois, ou 3 ou 4. Ce qui n'est pas une très bonne note. Et donc, je vais le voir et très gentiment et très courageusement et très honnêtement, il me dit oui, bon, la note, il avait un peu grincé, mais il dit c'est vrai, j'ai pas été bon. Voilà, bon. Il accepte de réagir à sa note. Et donc, je mets son commentaire. Sauf que mes amis de Paris baissent la note. Sans me le dire, évidemment, après coup. Et du coup, le lendemain matin, évidemment, Dimitri, il me dit, mais dis donc, tu te fous de ma gueule. Je crois que c'était, je sais plus si c'était 3, c'est passé 3-2 ou de 4-3, je crois que c'est passé de 4-3. Et donc il était furieux en disant, mais non, et ça j'ai pas grand chose à lui dire parce que je peux pas lui en vouloir, en même temps, tu peux pas non plus balancer sur ta Oui. rédaction. Et donc je me suis retrouvé tout seul en face de lui, en disant, bah oui, oh, voilà, effectivement, c'est compliqué, bon, voilà. Mais voilà, bon, après, il se vexe quand on les critique. Ça reste que du sport. Donc, et puis je te dis, dans le rugby, on n'était pas très nombreux, donc on se connaissait bien. Donc même parfois, quand on se fâchait, moi, je me suis fâché avec Marc Lévremont, enfin fâché, sur ce qu'on écrivait, et la fois d'après, c'était réglé parce que voilà, on n'était pas là pour raconter des Mm. histoires ou pour faire du buzz ou voilà. Donc, quand on écrivait des choses, normalement, c'était vrai, quand c'est des choses qui se sont passées, et donc ça fait toujours pas rentrer dans l'ordre. C'est jamais très grave. C'est pas toujours très agréable de poser des questions qui fâchent, mais bon, je te dis, ça reste que du sport, donc bon, on prend du recul, quoi.
C'est marrant cette histoire de score après les matchs, mais franchement j'adore ça. Et on n'a pas forcément cette habitude aux États-Unis. Et moi j'adorais lire le journal comme toi, surtout les pages de sport et tout. Et je trouve quand je suis venu ici, je trouvais ça mais superbe quoi, les scores après le match parce que pour voir ok est-ce que moi j'ai mis le même score à un tel ou pas. Et Et c'est ouais, exactement. et ça vient d'où? Bah Ça vient écoute, d'où ce ça truc? vient, ça vient oh, écoute, à l'équipe, ça se fait depuis. Je ne saurais même pas te dire comment c'est venu, ça vient des années 70, hein, où il y a Hmm. toujours eu des notes, quoi. Il y a toujours eu des notes, et c'était un moyen de. En fait, au début, il y avait que un chiffre, quoi. C'était pas expliqué. Et enfin, je crois que l'idée au départ, c'était quand les matchs n'étaient pas télévisés, c'est-à-dire pendant longtemps, où tu avais un match de foot de temps en temps, c'est tout. Et l'équipe était déjà sur tous les stades, donc l'idée c'était de dire, de donner une indication sur comment jouer chaque joueur. Voilà. Pendant les 15 ans que j'ai passé à l'équipe, souvent on se demandait est-ce qu'on continue, et en fait on n'a jamais arrêté parce que ça fait beaucoup parler, mais en fait je te dis, tous les joueurs disent on s'en fiche, tu parles, et ils attendent que ça. Le foot, le rugby c'est pareil, hein. Ils attendent que ça. Après c'est assez contraignant et c'est assez difficile à faire pour les journalistes, pour ça qu'on se posait la question. Et c'est pour ça aussi que celui qui fait les notes, il le fait pas 10 ans parce que c'est assez usant. Parce que ouais, c'est pas mal de pression, tu es en direct, et puis il faut pas se tromper, tu vois. Bon, enfin voilà, mais c'est quelque chose qui est, c'est une rubrique qui est adorée, ouais, ça c'est clair. Et maintenant, ça a été fait sur le net. Maintenant aussi, il demande aux internautes de voter, etc. Voilà, c'est devenu un vrai credo, quoi. Et donc j'imagine ça a changé ta façon de regarder un match. Bon, bien sûr, ça a déjà changé en tant que journaliste. Et en Ah plus, ouais, quand ouais, tu as la ouais. responsabilité de donner un note par la suite, j'imagine que tu regardes un match complètement différemment. Alors ouais, ça pour le coup, j'aimais moins parce que autant quand tu vois quand t'écris ce qu'on appelle le chapeau, donc le gros article, tu le vis le match, comme en 2007 à Cardiff, là tu le vis le match. Enfin, Oui. t'écris, tu résumes pas le match. Enfin, ouais, voilà, le chapeau, c'est tu écris l'article, le gros article du lendemain. Autant j'aimais moins, enfin c'était un bel exercice de faire les notes, mais j'aimais moins parce que tu as raison, tu le vois pas le match. Tu ne le vois pas parce que t'es tellement concentré sur les joueurs. Alors moi je faisais que les joueurs français évidemment, heureusement. On mettait deux trois notes sur les joueurs adverses, mais il y avait que les joueurs français. Mais effectivement tu regardes, t'es obligé de regarder les 15 joueurs un par un, quoi. Oui. Et donc t'as moins de vue d'ensemble. Enfin t'essaies d'avoir une vue d'ensemble, mais t'as moins de vue d'ensemble. Mais surtout tu peux pas te concentrer sur le jeu en général parce que à chaque fois que quasiment que quelqu'un touche un ballon, bah tu notes ce qu'il a fait. Tu vois, donc tu as des grandes fiches avec les 15 joueurs et quasiment à chaque fois qu'il touche le ballon, tu te dis c'est bien ou pas bien, qu'est-ce qu'il a fait, une passe, un coup de pied, machin, etc. Alors à la fin, enfin à la fin, assez vite on a eu des stats, on avait des outils, des sites qui nous donnaient les stats précises sur le nombre de ballons joués au pied, à la main, les en avant, les plaquages, etc. Ça nous aidait bien. Mais effectivement, le match, tu le vois pas parce que tu passes ton temps à regarder celui qui a le ballon. Ouais. Et du coup, T'es dans les, c'est effectivement un peu moins sympa. Mais voilà, tu vis moins le truc, quoi. ouais, t'es dans les détails et pas dans le global. Exactement, Alors, exactement. on parlait des joueurs et moi j'ai beaucoup moins d'expérience que toi, mais ce que j'ai noté, c'est que des joueurs de rugby en particulier, avec les peu d'entretiens que j'ai fait, je trouve qu'ils se connaissent vraiment tellement bien. Ils connaissent vraiment leurs points forts, ils se connaissent leurs points faibles, ils savent quels sont leurs besoins. Et je suis assez épaté par les personnes que j'ai rencontrées grâce à ce podcast et je suis épaté par l'humilité des joueurs de rugby. Je te dis, le rugby, c'est le sport le plus collectif qui soit. C'est-à-dire que je connais pas un autre sport où une personne ne fait pas gagner un match. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, tu as besoin de l'autre. Et ça, forcément, tu peux être Carter, tu peux être Blanco, t'as besoin des 14 autres. Tu peux pas. Jordan a fait gagner les Bulls quasiment lui tout seul. Zidane ou Platini ont fait gagner des foot. Enfin, Messi, Ronaldo à eux tout seul, parfois sur certains matchs. Au rugby, c'est pas possible. Donc déjà, tu sais que t'as besoin des 14 et même de la vingtaine de gars qui t'entourent, parce que sinon tu gagneras pas. Un exploit tout seul au rugby, ça arrive une fois dans un match, mais ça te fait pas gagner le match, quoi. Et ensuite, le rugby, c'est un sport où, au basket ou même au foot de plus en plus, tu peux jouer à plusieurs postes. Au rugby, ça existe quasiment pas. À haut niveau, alors t'as quelques joueurs polyvalents, mais les postes sont très spécifiques. Et donc, il faut que tu comprennes que ce que tu fais toi, enfin, ou ce que fait ton copain, toi, tu sais pas le faire et tu ne peux pas le faire. Donc, tu es obligé d'être humble par rapport à lui, tu es obligé d'être compréhensif quand il peut faire une connerie, tu es obligé d'être à l'écoute des besoins qu'il a, etc. Et donc, ça t'apprend forcément une grande humilité, un grand sens collectif et une obligation parfois d'accepter l'autre et les autres, quoi.
Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a cette idée de, OK, ça reste du sport, comme tu avais dit avant, et c'est pas la fin du monde, on va dire, et je trouve ça intéressant que le sport reste le sport et le rugby reste le rugby, c'est un jeu. Et il faut dire aussi qu'en ce moment, je trouve que, bah, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, surtout les NBA en ce moment, ils ont vraiment une Ouais. lumière sur eux par rapport à ça. Et parfois, dans notre vie, le sport devient un peu plus que ça, quand même. Oui, complètement. Mais le sport a évidemment un rôle social à jouer. Le rugby, justement, est en train d'essayer de jouer ce rôle social. C'est un vrai enjeu, le rugby, aujourd'hui, dans les écoles, dans les cités, etc. Parce que, et pas que pour, pas que pour trouver des bons joueurs. Le rugby, aujourd'hui, il est très peu présent dans les zones, dans les cités, dans les zones compliquées, notamment en Île-de-France. C'est un excellent sport pour canaliser de l'énergie, pour canaliser un peu de brutalité, pour créer du lien, pour apprendre la discipline, etc., etc. Et donc, clairement, et puis encore, tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, tu as tellement besoin de l'autre que c'est un peu basique, mais un peu bateau. Mais au rugby, tu peux pas être raciste, c'est pas possible. Tu peux pas être intolérant. Parce que sur l'autre, t'existes pas. Donc l'autre, qu'il soit gros, petit, roux, noir, arabe, tu t'en fous parce que tu as besoin de lui. Donc s'il est là et qu'il t'aide, et ben voilà. En foot, il y a eu pas mal de problèmes de racisme. Moi, j'ai jamais vu de racisme sur un terrain de rugby, jamais. En tribune, j'en sais rien, mais j'ai joué beaucoup, j'ai couvert encore plus longtemps. J'ai jamais vu de racisme. Parce que voilà, t'es obligé de faire tomber ces barrières-là. Donc clairement, le rôle social, il existe. Mais le rugby ne le joue pas encore assez, hein. Le rugby, ça reste aussi un sport quand même assez méconnu, qui est pas joué par grand monde, où il y a 15 pays dans le monde qui jouent au rugby. Donc bon, il y a encore du boulot, mais il y a le rôle social doit être est important et doit être encore plus important que ça, Ouais. clairement. Je pense que c'est une discussion qui est intéressante que j'aimerais faire un épisode un peu spécial là-dessus, sur ce sujet-là, mais je me sens pas forcément la meilleure personne pour en parler, mais je trouve que le sujet, surtout aujourd'hui, il est très intéressant. J'aimerais revenir sur cette idée de vision globale, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société d'un peu de zapping, de House of Highlights sur Instagram, le multi rugby, je regarde 2, 3 matchs à la fois. Et est-ce qu'il manque cette vision globale? Est-ce qu'il y a toujours besoin de l'écrit, je trouve, à ce moment, mais cet écrit, ça nous aide à ancrer quand même. Aujourd'hui, l'écrit, on avait peur de ça à l'équipe et on s'est aperçu que les articles étaient toujours hyper lus et le rugby était la deuxième rubrique après le foot sur l'année, et de loin à l'équipe. Alors que l'équipe, c'est le journal du Tour de France, que tu as Roland Garros, enfin, en tennis, tu as des gros événements, etc. Mais c'était le deuxième événement. Pourquoi? Parce que il y avait une vraie demande de contenu, de lire, quoi. De lire des choses, quoi. Et il y a aussi, à mon avis, que le rugby peut pas se résumer à. Un match de rugby peut pas se résumer à des stats, à une occupation du terrain ou à un nombre de plaquages. Je pense que c'est moins un sport de stats que le foot ou encore plus le basket. Et donc, tu peux pas. Donc, tu as quand même besoin d'avoir du contenu, d'avoir des éléments, et ça se raconte un match de rugby plus que. euh, Enfin, enfin, il faut le raconter, voilà. Oui. Et tu peux pas le vivre ou tu peux pas le comprendre juste avec une feuille de match et des stats. Et ça, le lecteur, il le sait, et donc il a besoin d'écrit. Et c'est pour ça qu'on continue, alors que c'est pas forcément vrai pour le foot. On continue, enfin, l'équipe continue à envoyer des journalistes sur tous les stades. Pour couvrir les matchs parce qu'il faut être sur place, quoi. Tu le fais pas à la télé, voilà, c'est pas pareil, quoi. T'as besoin aussi d'une vue globale au rugby, tu as besoin d'être dans le stade pour voir le placement, hein, en attaque, en défense, etc., pour voir qui a le dessus. Et c'est pas juste l'œil de la caméra qui peut te faire comprendre un match, quoi. Donc, je pense que tu as besoin de cette vision globale. Et à mon avis, au rugby, on est assez tranquille par rapport à ça. Il y aura toujours des histoires à raconter autour d'un match de rugby. Et donc, tant qu'il y a des histoires à raconter, elles seront lues, quoi. Voilà. Et en parlant de cette idée de la taille de rugby et que ce soit le deuxième, et tu avais dit que ça reste un sport un peu petit par rapport à surtout le foot, il y a un truc que je comprends pas en tant qu'Américain, c'est que moi je vois le rugby un peu derrière un paywall, dans le sens qu'il y a Canal+, il faut être abonné pour regarder le top 14, et je comprends pas forcément pourquoi ils ont décidé de
faire comme ça. Parce que là, par exemple, aux États-Unis, si j'ai envie de regarder NFL, bah, en fait, je peux regarder sur NBC, Ouais. ABC. C'est comme il y a un match sur TF1, sur France 2 et M6, mais ça reste gratuit, dans un sens où j'ai pas besoin de payer pour regarder des NFL. Il y a deux raisons à ça. La première raison, elle est culturelle. La France n'est pas un pays culturellement de sport. On n'est pas les Français sont pas très sportifs en pratique. Et surtout, ils consomment peu de sport dans les stades ou à la télé par rapport aux anglo-saxons, enfin ouais, aux britanniques ou aux américains ou aux italiens ou aux espagnols avec le foot. Nous, on n'est pas un pays culturellement de sport. Et il y a quelques passionnés, mais sinon le français lambda s'intéresse très très peu au sport, ce qui est pas le cas dans les autres pays. Enfin, les pays latins ou les pays anglo-saxons, t'as une culture du sport. Les gens ils vont au stade en famille, c'est une religion quoi. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce que c'est en pay-per-view? Parce que le modèle économique du rugby, qui est pro depuis 25 ans, il a été assez bancal. La preuve c'est qu'il est en train de s'effondrer. Et il était basé sur quoi? Sur la billetterie et surtout à 100% sur les droits télé. C'est les droits télé Mhm. qui ont financé le rugby pendant 20 ans. Et les chaînes nationales se sont dit, mais nous, ça ne nous intéresse pas de mettre de l'argent dans le rugby parce que personne ne va regarder, ou peu de gens vont regarder. Canal Plus s'est dit, bah si, il y a peut-être 1 ou 2 millions de gens qui vont regarder, mais moi, ça me suffit. S'ils s'abonnent pour le rugby, c'est bien pour moi. Donc, on va mettre 10, puis 20, puis 30, puis 40 millions par saison pour acheter le rugby. Et ensuite, ça c'est Mhm. reversé au club, et c'est une grande part de leur budget. Et c'est pour ça que c'est payant et que c'est pas sur une chaîne nationale, parce qu'une chaîne nationale, ce serait gratuit. Enfin, ce serait gratuit. En tout cas, les droits télé seraient beaucoup moins importants. Et ce serait un gros souci pour l'économie du rugby, quoi. Si on changeait un petit peu de direction, on parlait un peu plus de ta carrière. Donc, tu as monté en grade, on va dire. Tu as commencé avec le web, finalement, tu étais journaliste, et après, tu deviens un responsable du pôle de rugby. Et maintenant, en fait, tu as décidé de créer ton propre structure, ton propre entreprise. Ouais, tout à fait. En fait, donc, bah, ouais, ils ont changé la. Il y a un nouveau rédacteur chef qui est venu enfin, pour s'occuper du rugby et qui m'a dit que je connaissais bien. Il m'a dit, bah, viens avec moi, tous les deux, on va reprendre la rubrique rugby. Et donc, effectivement, bah, donc, voilà, donc j'étais le numéro 2 de la rubrique rugby. Enfin, j'étais rédacteur chef adjoint avec lui. Et c'était très intéressant parce qu'on était donc là dans le management, dans la direction, dans qu'est-ce qu'on fait. On avait quand même on était 24 hein, dans la rubrique, donc c'était quand même pas mal à gérer. Tu vois, qui fait quoi, qui va où, etc. Donc ça, c'était génial. Mais voilà, mais du coup, pour le coup, c'était un métier de bureau. Et c'était un métier où tu fais tous les bouclages et tous les week-ends. Mhm. C'est un rythme de vie qui est quand même. Donc tu vois, tu travailles de 10 heures du matin à minuit et tous les week-ends. Forcément, parce que les matchs sont le week-end. Donc c'était un rythme qui était quand même assez compliqué, quoi. Et puis voilà, puis ensuite, bon, ensuite l'équipe a un peu changé. L'équipe est devenue. Enfin, voilà, le monde de la presse est pas dans une forme. Enfin, les journaux se vendent moins, etc. Il y a moins d'argent. Donc l'équipe a changé un peu de stratégie éditoriale. Et donc on est devenu un peu. Avant, on racontait des histoires et ensuite, c'est devenu qu'est-ce qu'on raconte pour vendre. Et donc, Ah. c'est pas du tout le même état d'esprit, quoi. Et donc, voilà, bon, donc les choses ont commencé à changer. Ensuite, donc, ils ont supprimé la rubrique rugby, enfin, ils ont supprimé les rubriques. Il y avait plus de rubrique, il y avait une rubrique foot et une rubrique multisport. Donc, de fait, moi, mon poste n'existait plus puisque il y avait plus de rubrique rugby. Le rugby était intégré à Oui, dis à pas. un truc multisport. Donc, je m'occupais toujours du rugby, mais c'était un peu bâtard parce que il y avait plus vraiment de rubrique. Enfin bref, j'ai clairement commencé à moins m'amuser, à moins me prendre de plaisir, et j'ai toujours pensé que, peut-être ça va être paradoxal parce que c'était mon rêve, mais j'ai toujours pensé que je ferais pas ma carrière toute ma vie à l'équipe parce que au bout d'un moment, j'avais envie de faire autre chose. Et puis quand je suis arrivé, j'ai vu des vieux dinosaures premier tournoi de destination des 5 destinations à l'époque, c'était déjà la destination que j'ai fait. J'avais croisé une plume, un gars qui était une référence et qui me dit ah bah c'est bon, je sais plus combien, 42e tournoi. Oh. Et je me suis dit waouh, et dans la seconde d'après, je me suis dit putain, mais je suis pas sûr que dans 42 ans, et tu vois, pourtant Ouais. c'était mon premier tournoi, j'étais à Marcoussis, j'étais comme un gosse, et je me suis dit, mais putain, je suis pas sûr dans 42 ans, je me dirais, j'ai fait 42 tournois, quoi. Bon, voilà. Et donc voilà, et donc moi j'avais fait plein de choses à l'équipe, j'étais arrivé à peu près au bout du truc, j'avais peu de chance d'arriver un jour rédacteur en chef de l'équipe, j'en avais pas envie non plus, et donc je me suis dit, bon, bah, t'arrives à 40 ans, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et donc je savais autour de moi, par rapport à mon réseau, qu'il y avait un besoin de savoir écrire, de communication éditoriale, quoi. Et qu'il y avait beaucoup de boîtes
qui communiquaient mais qui savaient pas écrire en fait. Et donc, il y avait des communications qui étaient mal écrites, mal formulées, et qui s'en rendaient compte, sauf qu'ils n'avaient pas de personne à l'intérieur pour faire ça, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, moi, je sais écrire. Donc voilà, je vais créer ma boîte de communication éditoriale. Donc, je vous aide à écrire. Si vous avez des choses à écrire, je vous aide à le faire. Et l'idée était évidemment de capitaliser sur le sport au départ, puisque quand tu viens de l'équipe, C'est c'est normal. quand même là que tu connais le plus de monde, et puis en plus, moi j'aime bien le sport, quoi, voilà. Mais c'était aussi de faire, de pas me contenter que de l'équipe, quoi. Et en fait, donc j'ai monté Xterra Conseil, effectivement, et donc j'ai travaillé, en fait, paradoxalement, j'ai travaillé un peu dans le sport, mais très peu. Les contrats que j'ai eus, c'était pas dans le sport, c'était dans mon réseau avec des boîtes qui n'avaient rien à voir, mais qui cherchaient quelqu'un qui sait écrire. Et puis finalement, je suis revenu un peu dans le rugby, puisque bah, il y a début 2019 maintenant, donc ça commence à faire presque un an et demi. Il y a la Société Générale qui m'a contacté, parce que donc la banque du rugby qui cherchait quelqu'un qui sache écrire pour leur com global, mais aussi quelqu'un qui soit capable de les aider à communiquer autour de la Coupe du Monde 2019, puisqu'évidemment, en tant que banque du rugby, la Société Générale est partenaire de tous les grands tournois, et notamment de la Coupe du Monde. Et donc voilà, et donc là, maintenant, depuis un an et demi, je suis exclusivement détaché à la Société Générale pour faire ça. Mais effectivement, ça reste l'éditorial. Alors, c'est assez proche de ce que je faisais avant, au final, parce que là, aujourd'hui, je suis rédacteur en chef du journal interne de la Société Générale. J'écris, je gère une équipe. C'est assez proche de ce que je faisais. Je reste aussi un peu dans le rugby. La différence, elle est que, effectivement, je suis plus que dans le sport. Et aujourd'hui, 80, peut-être pas 60%, 70% de ce qu'on fait, c'est de la communication bancaire ou financière, ce qui est effectivement assez différent. Mais bon, voilà, ça reste assez proche de ce que je faisais avant. J'ai plus de carte de presse, mais à part ça, c'est un métier de journaliste, hein, c'est à peu près la même chose, hein. Donc c'est assez intéressant. Je suis assez content du rebond, quoi, de la réorientation. C'est plutôt intéressant, En ouais. parlant de rebond, j'aimerais bien mettre un mot sur terrain favorable parce que je trouvais c'est une série de vidéos sur les valeurs de rugby. C'est vraiment, je pense qu'ils ont choisi les gens les plus charmants de rugby, donc Thierry Dussatoir, Johnny Wilkinson, Guillaume Guirado, pour nommer certains. Vraiment, c'est magnifique. On avait déjà parlé dans notre pacte de potes pendant la Coupe du Monde, mais quel est l'avantage pour une société de faire un tel projet en fait? La Société Générale, elle est partenaire de tous les rugby. Et elle n'est pas partenaire que du rugby pro. Et elle est partenaire du rugby depuis 87. Donc moi, enfin, et donc elle est d'abord partenaire du rugby amateur. Et moi, je me souviens quand j'étais joueur petit, les maillots qu'on avait, ou dans les clubs amateurs, il y avait la Société Générale sur les poteaux, etc. Donc c'est vraiment la banque du rugby. Et pas que là où il y a des caméras, ou des projecteurs, ou des stats, quoi. Et donc en fait, l'idée, c'est en fait, comment montrer ça? Parce que faire une communication monde sur le rugby pro, comme je te le disais tout à l'heure, c'est pas un sport mondial, le rugby. Donc c'est pas forcément très intéressant de dire dans le monde entier qu'on est banque du rugby, ou du 15 de France, etc., etc. En revanche, aller voir un club amateur, et où là, tu as une vraie histoire à raconter, où tu prends des ambassadeurs, donc des joueurs connus, Wilkinson, effectivement, comme tu disais, Guirado, il y a du Sautoir, il y avait Califano aussi, il y a eu Castagnet, enfin, il y a eu quatre saisons, il y en a eu plein comme ça. On a eu un joueur japonais aussi qui nous avait aidé, enfin, qui nous l'avait fait pour le Japon, là, pour la Coupe du Monde au Japon. Et là, tu es dans la quintessence du rugby, c'est-à-dire que tu as un pro très connu qui va voir un club amateur, qui va s'immerger avec lui, et qui va vivre avec ce club, et qui va l'aider à grandir, qui va lui donner des conseils, etc. Et donc, tu as le regard du pro sur le monde amateur, tu as le regard du monde amateur sur le professionnel, et ça te fait une série géniale, hyper humaine, qui est pas hyper compliqué à faire, que tu diffuses ensuite. Donc les premières saisons étaient diffusées que via nos canaux internes. La dernière a été diffusée sur l'équipe, donc sur une vraie chaîne, ce qui prouve bien qu'il y a un vrai créneau, quoi. Il y a une vraie cible. Et donc en fait, en une série, tu racontes tout ce qu'on a envie de raconter, nous, sur le rugby, c'est-à-dire toutes les valeurs, toutes les raisons pour lesquelles la Société Générale suit le rugby, l'engagement, l'esprit d'équipe, la solidarité. Tout est résumé dans cette série-là. Et ça a aussi l'avantage, je te dis, de rappeler que on est partenaire du rugby pro, mais aussi et surtout
de tout le rugby et du rugby amateur. Je conseille vivement à nos chers auditeurs, nos écouteurs, que j'aime bien dire. Franchement, c'est super agréable à voir parce que ça transmet vraiment les valeurs de rugby autour du monde. Le fil de la dernière saison, c'était aussi en Japon, en Inde. C'est vraiment intéressant. On a pris beaucoup de temps ensemble. Je te remercie. J'ai quelques dernières petites questions rapides. Donc, il y a la Major League Rugby aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un vrai futur pour le rugby aux States, à ton avis? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Ah ouais. Ah ouais, ouais, j'en suis convaincu. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de la place pour le rugby aux États-Unis, même s'il y a plein d'autres sports. Ça n'a rien à voir avec le football américain. Tu vas pas me contredire. C'est quand même des sports très différents. Et pour être allé aux États-Unis plusieurs fois, pour avoir ma sœur qui habite à New York, Ouais. il y a évidemment la place pour un champion de rugby. Alors qui sera jamais au niveau de la NBA, de la MLB Oui. ou du foot américain évidemment. Mais regarde le foot, le soccer. Ouais, ça Il y marche, a hein. 30 ans, tu m'aurais dit, on aurait pu poser la même chose, la même question. Le soccer, les gens ils jouaient comme ça. Et la MLS, elle marche, hein. Mhm. Enfin, ça marche. Il y a un championnat professionnel qui fonctionne. Le rugby, c'est évident que ça marche. Pour ça, il faut deux choses. Il faut des moyens et il faut une fédération qui s'investisse. Alors évidemment, le système fédéral américain, il est compliqué parce que il y a pas un pays qui va dire, un ministère national qui va dire on met de l'argent dans le rugby parce qu'il faut que chaque État, etc. Enfin bref, tu Ouais. connais ça mieux que moi, mais il faut qu'il y ait une vraie volonté de faire là. Donc là, ils avaient commencé à faire effectivement une ligue avec Pierre Ranal, l'ancien du Stade français qui a monté le club à New York, enfin avec des gens qui connaissent, avec certains joueurs qui viennent jouer, etc. Bon, là, le Covid a un peu tout arrêté, mais tu sais qu'au début, la MLS au soccer a été à perte pendant 10 ans. Ouais. Tu sais qu'au début, Et peut-être toujours pour certains oui, clubs. elle l'est probablement toujours, ouais. Mais tu sais qu'au début, ça va être comme ça. Mais enfin, je sais pas combien il y a d'habitants aux États-Unis. Je vois pas pourquoi et je sais pas combien il y a d'expats, et notamment des Européens Oui. ou des Néo-Zélandais ou des Australiens qui, forcément, en tout cas pour les Néo-Zélandais, forcément jouent au rugby. Donc il y a évidemment un potentiel de dizaines de millions de licenciés aux États-Unis. C'est une évidence absolue. C'est mathématique presque. Et ça joue au rugby parce que moi j'ai mes neveux à New York qui jouent au rugby dans la banlieue de New York, dans des vrais clubs qui sont structurés, qui ont des terrains, etc., etc. Après, il faut des moyens, il faut une fédération. Je pense qu'il faut une Ouais. fédération. J'ai vu que la fédération vient d'être mise en faillite, là, la fédération de rugby. Oui. Bon, voilà, il faut une fédération qui marche et il faut quelques investisseurs. Mais donc c'est un travail de longue haleine, mais enfin, je vois pas pourquoi est-ce que le rugby ne s'implanterait pas aux États-Unis. Et peut-être qu'un jour je le ferai. J'irai moi en leur disant, allez, je vais vous aider. En tout cas pour la com, parce que pour le reste, je suis pas compétent, mais voilà. Bah, j'aimerais bien que ça réussisse et c'est quelque chose qu'on suit de près. Si on parlait du 15 de France, donc à ton avis, il y a une nouvelle équipe et si tu mets ton casquette journaliste, est-ce que tu vois des choses? Qu'est-ce que tu vois avec cette nouvelle équipe? Clairement, il y a une vraie super génération de joueurs, de jeunes là, là on a quand même en fait, pendant des années et des années, quand tu regardais le 15 de France, tu n'avais pas un joueur depuis que du Sautoret est parti, je dirais. Il n'y avait pas un joueur qui était le meilleur à son poste, pas un seul. Et pendant longtemps, hein, en France. Alors que longtemps, on a eu des joueurs qui auraient figuré dans le 15 monde, quoi. Tu vois, Mhm. mais pendant Les Blanco. ouais, voilà, des Blanco, voilà, un peu, mais du ce temps on a fait partie. Mais tu vois, Ibanez à une époque, des Castagnette, des Michalak à la grande époque, voilà, des Vincent Clerc. Tu avais des mecs qui étaient dans la première ou deuxième équipe monde, mais qui étaient quand même des références mondiales. Alors, des Josion, tu vois, voilà, enfin, des Pelouse, bon, voilà, il y en a eu plein. Depuis 3-4 ans, 4-5 ans, même plus que ça, ouais, il y en avait pas, honnêtement. Et on avait des bons joueurs, mais on n'avait pas de grands joueurs. Là, dans l'équipe qui arrive, un Dupont, un Ntamak, un François Cros, des joueurs comme ça, Penaud, ouais. Penaud, tu as raison, voilà. Là, tu as des joueurs qui commencent à être des vraies références à leur poste au niveau mondial. Tu as une équipe qui est plus jeune, où il y a un super état d'esprit. Je pense que là, t'as un vrai bon staff aussi. On a mis, alors c'est pas que ceux d'avant étaient mauvais, mais bon, Noves, il a pas eu le temps de travailler. Brunel était, à mon avis, une erreur de casting parce que enfin, il est arrivé en cours de route, il était un peu passé, un peu dépassé, etc. Là, tu as un vrai staff quand même avec des Galtier, Ibanez, tout ça, c'est des mecs qui connaissent bien le 15 de France, qui connaissent bien le rugby. Donc là, il y a quand même tout pour que on ait une vraie bonne équipe de France, enfin. Ça fait quand même longtemps qu'on a pas eu un bon 15 de France en vue de 2023. Objectivement, je pense que tous les voyants sont ouverts. Il y a un bon staff, une très bonne génération. Si on arrive et ça semble être le cas, à mettre le 15 de France un peu sur le devant de la scène, c'est-à-dire
le privilégier par rapport au top 14, à la Coupe d'Europe, etc. Ce qui est moins de matchs pour que les gars arrivent plus en forme dans le 15 de France. On a quand même tout pour faire une bonne Coupe du Monde, une grande Coupe du Monde 2023. Mais une fois que tu as dit ça, il y aura l'Angleterre, il y aura d'autres pays, quoi. Donc je te dirais pas qu'on va la gagner, mais en tout cas, je pense que là, on a tout pour être un candidat très sérieux en 2023. Là, on a quand même, il y a eu les matchs de tournoi 2020 où on s'est fait plaisir, ça jouait, quoi. Voilà, ça jouait bien au rugby, et voilà. Et donc déjà, si tu retrouves le plaisir de les voir, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. En parlant de plaisir, donc chez nous, à Pacte de Potes, c'est le plaisir de rencontrer des amis tous les semaines. Je sais même pour toi, si tu étais journaliste, mais quand même tisser des liens avec des joueurs, est-ce que tu gardes des bons contacts avec certains joueurs que tu peux considérer dans ton Pacte de Potes à toi? On crée des vraies relations amicales, c'est peut-être un grand mot, mais il y a des vraies relations avec des joueurs, c'est-à-dire qu'on les connaît bien, on s'envoie quand on travaille avec eux en tout cas, on se salue, on s'appelle de temps en temps, on s'envoie des textos, on échange, etc. Après, quand tu les suis plus au quotidien, bah tu les vois moins. Donc parfois, t'envoies un petit message quand il y a une actu, ou quand il part à la retraite, ou tu vois, ce genre de choses, quoi. Alors en l'occurrence, moi j'ai retrouvé à la Société Générale Guillaume Guirado et Thierry Dussautoir. Et ça m'a fait très plaisir de les revoir. Et pour le coup, maintenant, on essaie de garder contact, tu vois, de s'envoyer quelques mails. Avec Thierry, on discute pas souvent de choses hors rugby, sur sa vie actuelle, sur l'Afrique, sur ce genre de trucs, quoi, qui dépassent le cadre du juste boulot, quoi. Dans le rugby, tu as cette proximité avec les joueurs qui fait que une fois que tu les connais, quoi. Et même si tu les vois pas pendant longtemps, si tu les revois, ils te saluent, ils se souviennent de qui tu es, etc. Mais après, quand tu les vois plus pendant quelques temps, je dirais pas qu'on était potes, quoi. Je dirais pas qu'on était potes, mais on était proches, on était collègues, on va dire. Tu vois, c'est un peu plus que voilà, on était. En tout cas, ça fait partie des gens que j'apprécie et que je suis content de voir et avec lesquels je garde contact et qui voilà, qui sera là si un jour j'ai besoin de lui, je n'hésiterai pas à lui demander quelque chose et vice versa, quoi. Aymeric, merci pour tout ce temps ensemble. Je trouve que vraiment intéressant c'est de mettre un peu de lumière sur ton métier en tant que journaliste, sur l'histoire de l'équipe, sur la croissance de rugby, sur ton vie actuelle. Donc merci beaucoup d'être là avec nous. De rien, et puis si besoin, t'hésites pas, il n'y a pas de souci. Super, merci bien. Merci. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié notre échange et j'espère d'avoir l'opportunité d'inviter Aymeric à nouveau sur le podcast. Donc merci à toi Aymeric et merci aussi à Joe Fontaine, mon ancien capitaine ORC, Ocean Rugby Club, qui nous a mis en contact. Alors si vous aimez notre podcast sur le rugby, show us the love aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter, iTunes et Spotify. Allez, revenez en 2 semaines pour notre prochain épisode. Alors c'est un interview avec un membre de staff actuel du 15 de France qui a joué dans le même poste, pour la même équipe, mais pas à la même époque que notre membre de PAC, Théodore de Sarani. Allez, en 2 semaines. Ciao, ciao!